Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Nouvelle attaque sanglante à l'est de la RDC en Ituri. Plus de 40 déplacés ont perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi. Les principaux mis en cause, des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire. Au Mali, alors que la population est appelée à voter le 18 juin prochain pour le référendum constitutionnel, et les militaires maliens, eux, ont déjà voté par anticipation à Bamako et dans plusieurs régions du pays, mais pas à Kidal, contrôlé par l'ex-rébellion. Et en fin d'édition, nous dresserons le portrait de Silvio Berlusconi, l'ancien ministre, figure de proue de la politique italienne, est décédé ce lundi à l'âge de 86 ans. De son ascension en politique à ses déboires médiatiques, portrait à suivre en fin d'édition. Et on ouvre donc cette édition direction la République démocratique du Congo, où une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Selon des sources locales, des hommes armés, membres présumés d'une milice communautaire, ont attaqué un camp de déplacés en Ituri. Bilan, plus de 40 morts. Les détails avec Émeric Torroignan. Selon des témoignages, de nombreuses personnes sont mortes dans cette attaque, brûlées à l'intérieur de leur maison, et d'autres tués à coups de machette par les assaillants. L'attaque survenue dans la nuit de dimanche à lundi, dans un camp de déplacés en Ituri au nord-est de la RDC, aurait fait au moins 40 morts, selon les autorités locales. L'armée congolaise condamne et dénonce un acte de sabotage des efforts de paix dans la région. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentis par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés œuvrant en Ituri, notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. Même si l'attaque pour le moment n'a pas été revendiquée, les autorités locales pointent du doigt la milice Codeco et déplorent l'inaction de l'armée et des casques bleus. Pourtant, à 5 km du lieu du drame se trouve une base de la MONUSCO et des FARDC. Mais l'armée se défend et affirme n'avoir pas été alertée par les déplacés ni avant ni pendant l'attaque. Elle promet de traquer, de retrouver et de punir les auteurs de l'exaction. Les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés. Ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri, aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. La veille, une attaque de la milice Codeco contre une position de l'armée, toujours en Ituri, avait provoqué la mort de 7 civils, dont 5 enfants et 2 femmes. Face à cette multiplication des attaques, l'ancien chef de guerre et actuel vice-premier ministre de la Défense, en visite dans l'est du pays, a appelé les groupes armés qui sévissent dans la région à déposer les armes. En République centrafricaine, suite à des allégations d'exploitation et d'abus sexuels visant 11 membres d'une unité militaire tanzanienne de la MINUSCA, l'ONU a décidé de rapatrier l'ensemble des 60 soldats de cette unité. Des preuves préliminaires ont révélé leur implication dans des actes condamnables, mais aucune date précise n'a été donnée concernant les faits. Émeric Torroignan. Ils sont au total 60 et tous membres du contingent tanzanien des casques bleus en RCA. Déployés dans l'ouest du pays, leur mission s'arrête brusquement après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels visant 11 d'entre eux. Après une enquête préliminaire, la décision du secrétariat de la MINUSCA ne s'est pas fait attendre. L'ensemble du contingent sera rapatrié.
La décision du secrétariat de rapatrier cette unité est conforme à la résolution 2272 du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil entérine la décision du secrétaire général de rapatrier une unité militaire particulière ou une unité de police constituée d'un contingent lorsqu'il y a une preuve crédible d'exploitation et d'abus sexuels généralisés ou systémiques par cette unité. Les victimes identifiées ont été aussitôt prises en charge selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Les autorités tanzaniennes informées ont, elles, dépêché des enquêteurs nationaux en RCA. Objectif, situer clairement les responsabilités et prendre des sanctions exemplaires contre les coupables. Les autorités tanzaniennes ont été formellement informées et ont déployé des enquêteurs nationaux en République centrafricaine, en réaffirmant leur engagement à la tolérance zéro pour l'exploitation et les abus sexuels. Les autorités tanzaniennes ont noté la gravité des allégations et se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces problèmes. Mais le cas du contingent tanzanien n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Sur son site, l'ONU a indiqué avoir enregistré 254 accusations d'abus ou d'exploitation sexuelle visant des membres de la MINUSCA en Centrafrique. L'organisation aurait identifié au moins 659 victimes depuis 2015. L'on se souvient encore du retrait forcé de quelques 450 casques bleus gabonais de la MINUSCA suite à des accusations du genre. Au Soudan, de nouveaux combats ont éclaté à Khartoum entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide après qu'un cessez-le-feu d'une journée négocié par les médiateurs américains et saoudiens entre les deux belligérants ait pris fin tôt ce dimanche, entraînant une reprise des hostilités. Je vous rappelle que des milliers de personnes ont été tuées ou blessées depuis le début des affrontements en avril, alors que la situation politique au Soudan reste instable avant les élections prévues en 2024. Et cette reprise des combats inquiète l'ONU qui, lors de sa conférence de presse bi-hebdomadaire, a fait savoir par la voix du porte-parole des droits de l'homme des Nations Unies, Jeremy Lawrence, que l'impact de ces combats était une vraie préoccupation. On l'écoute. Nous sommes préoccupés par l'impact dévastateur continu des combats au Soudan sur les civils. Rien que cette semaine, une attaque contre un marché aux bestiaux très fréquenté de la capitale Khartoum a fait au moins 8 morts parmi les civils, dont au moins 3 membres d'une même famille. L'attaque aérienne sur le marché d'Al-Moualia le 7 juin aurait été menée par les forces armées soudanaises. Lors d'un autre incident survenu le 7 juin, un enfant aurait été tué après qu'un obus a touché sa maison familiale dans le district d'Al-Shazra, dans le sud de Khartoum. Au Mali, alors que la population est appelée à voter le 18 juin prochain pour le référendum constitutionnel à venir, les militaires, eux, ont déjà voté par anticipation à Bamako et dans plusieurs régions du pays, mais pas à Kidal, contrôlée par l'ex-rébellion. Mathieu Nicolas. En file indienne et vêtus de leur treillis, ils étaient nombreux à se rendre aux urnes dimanche. Les militaires maliens ont voté par anticipation en vue du référendum constitutionnel du 18 juin. Les opérations de vote se sont déroulées à Bamako et dans plusieurs localités du pays. Un devoir civique visiblement apprécié des hommes en kaki. Vraiment, je suis très heureux d'être les premiers votants à ma qualité de commandant régiment. Et je suis vraiment très fier d'avoir accompli mon devoir de civisme et j'exhorte tous mes éléments à venir voter. Cette nouvelle constitution est la première étape majeure du calendrier de la junte malienne. Les électeurs sont appelés à répondre par oui ou par non à la question « Approuvez-vous le projet de constitution ?» Une constitution qui va entériner la fin de la Troisième République et l'avènement de la Quatrième, et qui déjà en octobre dernier faisait réagir la société civile malienne pour ses avantages et inconvénients. Pour nous, il y a 12 points positifs. À notre avis, d'abord de préciser que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Pour nous, c'est un point positif. Un autre point positif, c'est le rôle de la société civile, qui est désormais reconnu dans la Constitution.
Si on se réfère aux traités et conventions internationaux, donc, il doit y avoir une séparation nette entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Et dans l'avant-projet de constitution, on a relevé qu'il y a cette séparation entre l'exécutif et le législatif, et entre le judiciaire et le législatif, mais entre l'exécutif et le judiciaire, il n'y a pas de séparation. Parce que le président demeure toujours le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc si le président reste le président du Conseil supérieur de la magistrature, pour nous, cela va impacter négativement sur l'indépendance réelle des magistrats en République du Mali. En revanche, il n'y a pas eu de vote à Kidal dans le camp des forces armées maliennes reconstituées. La ville est sous le contrôle de l'ex-rébellion qui ne se reconnaît pas dans le projet de constitution. Elle n'a donc pas autorisé sur place le déroulement du scrutin référendaire. Le gouvernement malien a engagé des pourparlers afin que le vote des civils puisse se dérouler dimanche prochain à Kidal, le 18 juin, jour où près de 20 millions d'habitants sont appelés à voter pour ou contre la nouvelle constitution. Et si les militaires ont déjà exprimé leur devoir civique, pour les civils, ce sera le 18 juin. Avec un retard de 3 mois, ils devront exprimer leur approbation ou leur désapprobation du projet de constitution dans un scrutin qui servira de test avant les élections présidentielles de 2024. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Solo. Depuis une semaine, les partisans du oui et du non se battent pour la victoire lors de la journée référendaire du 18 juin. Pour assurer une victoire incontestée, les autorités de transition ont rassemblé leurs partisans lors de cette étape importante en faveur du oui au stade du 26 mars de Bamako. On a opté pour le oui parce que ça fait des années que les Maliens se battent pour un changement, pour un Mali courant en un mot en Bambara. Et ce Mali courant-là est impossible sans un changement profond, c'est-à-dire un changement profond de nos textes, de notre constitution. Parce que le peuple attend beaucoup de choses qui sont irréalisables sans le changement de constitution. Raison pour laquelle nous avons opté pour le oui. Oui, parce que il y avait la nécessité de faire une nouvelle constitution. La nouvelle constitution, nous, personnes handicapées, nous sommes cités dedans par rapport à nos droits. Malgré la décision des autorités de transition d'approuver le projet constitutionnel, les associations et mouvements religieux opposés au projet restent fermes dans leur appel à voter non. Pourquoi le non? Parce que nous avons dit non par rapport à un principe que nous avions combattu depuis longtemps. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange, le côté laïcité, et surtout la laïcité de l'école. Donc, autant inciter les gens à voter non. Mamadou Kembiri explique que les associations religieuses ne se limitent pas seulement à la lutte contre la laïcité. On avait fait une proposition de suppléance. C'était ce qu'on appelle la multiconfessionnalité. Donc, ce n'est pas parce qu'on a rejeté pour le rejet, mais on l'a rejeté avec une proposition concrète. Mais c'est ça que les gens ne disent pas. Au stade du 26 mars, pour les partisans du oui, le doute n'est pas permis. Le oui l'emportera d'une manière écrasante. Une constitution malienne proposée par les Maliens qui reprend le problème du Mali. Le Mali que nous voulons de 18 rendez-vous. Inch'Allah, nous allons les partager. Si la position des deux tendances, oui et non, est connue, tel n'est pas le cas pour les abstentionnistes. Car après tout, le vrai enjeu de ces référendums demeure le taux de participation qui donnera une légitimité certaine à la nouvelle constitution. La présidente de la Commission européenne, le Premier ministre italien et le Premier ministre néerlandais se sont rendus en Tunisie pour discuter de l'immigration clandestine, de la situation économique du pays. Des propositions ont été faites pour soutenir la lutte contre l'immigration et renforcer la coopération. Pour ce faire, l'Europe a annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros. Malgré cela, cette visite suscite des critiques en Tunisie. Mathieu Nicolas. Une aide de 900 millions d'euros pour lutter, entre autres, contre l'immigration en Tunisie. C'est l'offre apportée par l'Union européenne. Dimanche, Ursula von der Leyen, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre néerlandais Mark Rutte ont proposé un renforcement du partenariat avec la Tunisie.
La Commission européenne envisage une aide dès que l'accord nécessaire aura été trouvé. Et nous sommes prêts à mobiliser jusqu'à 900 millions d'euros à cette fin. Dans l'immédiat, nous pourrions fournir jusqu'à 150 millions d'euros additionnels au budget. Ce processus passerait par un plan décliné en 5 points, le soutien au secteur numérique, l'exportation par la Tunisie d'énergie renouvelable et l'extension du programme européen d'échange d'étudiants Erasmus avec la Tunisie. Cette aide intervient au moment où la Tunisie fait face à une crise financière avec une dette d'environ 80% de son PIB et ne peut plus emprunter à l'étranger. Résultat, le pays fait face à des pénuries récurrentes de certains produits de base, comme la farine, le sucre et le riz. La Tunisie préoccupe donc l'Europe, en particulier l'Italie, en raison de ses difficultés économiques et sa situation géographique, qui fait peser le risque d'une accélération des départs de migrants depuis ses côtes. Pour autant, Kais Saied a dit refuser que son pays soit le gardien des frontières de l'Europe. Direction à présent le Gabon. Ce dimanche marquait la fin des inscriptions sur les listes électorales, une opération qui devait initialement prendre fin le 8 juin. Mais face à l'afflux des derniers jours, le délai a été prolongé jusqu'à hier dimanche 21h. Malgré cela, beaucoup de retardataires avaient du mal à s'inscrire. Les listes électorales serviront entre autres pour l'élection présidentielle très attendue, mais dont la date n'est pas encore fixée. Ça avance très lentement parce que moi je suis là pratiquement depuis 6 heures. Voilà, je suis juste là derrière et j'ai avancé d'une seule rangée. On est full, vous avez vu dehors. On peut dire que les Gabonais se réveillent toujours à la dernière minute. Ils disent que depuis 6 heures, ils sont là. S'il y a 100 personnes qui arrivent à 6 heures, on ne peut pas prendre les 100 personnes au même moment pour les enrôler. On a fait de 6 machines. On ouvre les centres à 8 heures pile. Ce sont toujours des compatriotes qui se prennent généralement à la dernière minute. Ce processus a été très bien organisé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je voudrais vous rassurer, tout le monde se fera enrôler. Tout le monde se fera enrôler. Les délais, ce sont des délais qui ont été fixés par la loi. Nous ne pouvons pas à notre niveau décider de les proroger ou pas. Et tout de suite, le reste de l'actualité réalisé par Noël Dong et Ahmed Chigno. Confrontée depuis 2021 aux attaques djihadistes, l'armée béninoise a entamé un recrutement de 5000 jeunes pour renforcer ses rangs et la police. Ce recrutement, qui entre dans le cadre du plan de riposte, vise essentiellement à sécuriser les frontières du nord du pays. Après 6 mois de formation, les nouvelles recrues vont compléter le déploiement anti-incursion terroriste qui mobilise déjà plus de 2000 hommes. L'opération est planifiée en plusieurs étapes. La phase en cours prévoit le recrutement dans un premier temps de 3500 jeunes, dont 2000 sur titre. Les recrues s'engagent pour 5 ans et seront déployés sur les théâtres d'intervention à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso où ont lieu de fréquentes attaques. Le Bénin n'est pas le seul pays à recruter des civils pour renforcer son armée. Le Mali, le Burkina Faso et la RDC ont suivi cette stratégie avec des succès variables. Les forces ukrainiennes ont annoncé lundi avoir repris un autre village du sud-est aux forces russes. Il s'agirait de l'un des premiers succès obtenus dans le cadre des opérations de contre-offensive intensifiées contre l'invasion de l'Ukraine par Moscou qui dure depuis plus de 15 mois. Un jour plus tôt, les forces ukrainiennes avaient annoncé avoir libéré 3 autres petits villages au sud de la ville de Velika Novossilka dans l'est de Donetsk. Ces villages sont situés sur une section de la ligne de front contrôlée par les Russes, une zone devenue l'un des nombreux épicentres de combats intenses. Le ministère russe de la Défense n'a pas confirmé le retrait des Russes des villages, mais certains blogueurs militaires ont reconnu la perte de contrôle de la Russie sur ces endroits. Le procès Biotech qui devait se tenir ce lundi devant la justice allemande pour une demande de dommages et intérêts pour les effets secondaires présumés du vaccin contre le Covid-19 développé par le groupe a été ajourné, a indiqué le tribunal régional de Hambourg. Le cabinet d'avocats qui représente la plaignante a demandé que le juge soit recusé pour partialité et que l'affaire soit entendue par un groupe de magistrats à la place.
Une décision concernant cette demande prendra plusieurs jours, a indiqué le tribunal, sans fournir de nouvelles dates d'audience. La plaignante, qui réclame au moins 150 000 € de dommages et intérêts pour préjudice corporel, affirme avoir souffert de douleurs dans le haut du corps, d'un gonflement des extrémités, de fatigue et de troubles de sommeil à cause du vaccin. Cette action en justice est la première d'une série de centaines d'actions potentielles dans le pays. Nouveau rendez-vous dans l'hémicycle pour les députés français. En toile de fond, la réforme des retraites. Ce lundi, les députés doivent se prononcer sur une nouvelle motion de censure. Il s'agit de la 17e en un an contre le gouvernement, déposée dans le prolongement de la bataille des retraites, même si elle a peu de chances d'être adoptée par les députés. La précédente, déposée par le groupe Lyot et examinée le 20 mars dernier, avait échoué à 9 voix près. Je vous propose d'écouter Valérie Rabault, députée du Parti socialiste. Votre ministre des Relations avec le Parlement est allé jusqu'à dire, je le cite, « Le président de la Commission des finances s'est affranchi du droit et de sa fonction pour des raisons politiques ». Madame la Première ministre, comment un membre de votre gouvernement peut-il se permettre de porter un jugement sur un président de commission de l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses fonctions? C'est une ingérence dangereuse. Et Madame la Première ministre, permettez-moi de vous rappeler que sous la Ve République, c'est vous qui êtes responsable devant l'Assemblée nationale. C'est vous qui devez rendre des comptes au Parlement et pas le contraire. Jeter le discrédit sur l'Assemblée nationale, c'est aussi avoir empêché le débat sur la proposition de loi d'abrogation de votre réforme des retraites. Il n'est de secret pour personne que le gouvernement a fait pression sur la présidente de l'Assemblée nationale pour que ce débat n'ait pas lieu. Pilier de la politique italienne, précurseur du populisme en Europe, mania des médias, l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi s'est éteint ce lundi à l'âge de 86 ans de son ascension politique, à ses déboires médiatiques, notamment avec l'affaire Ruby. Qui était Silvio Berlusconi? Son portrait avec Mathieu Nicolas. Il était l'un des hommes les plus influents de l'Italie. Il est parti à l'âge de 86 ans. Lundi, Le Monde apprenait la nouvelle. L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, 86 ans, est mort. Il souffrait d'une leucémie chronique et avait été de nouveau admis vendredi à l'hôpital San Raffaele de Milan, où il a séjourné de multiples fois. Surnommé le Cavaliere, Silvio Berlusconi est entré en politique au milieu des années 90. C'est lui le fondateur du parti Forza Italia, actuel partenaire du gouvernement de coalition de la première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni. Président du Conseil italien pendant 9 ans au total, il a dominé la politique italienne pendant une vingtaine d'années, malgré des scandales sexuels et procès qui ont terni son image. Sulfureux milliardaire, il avait aussi plusieurs médias et a été plusieurs fois président de club de football italien. Silvio Berlusconi a présidé pendant 31 ans l'AC Milan, qui a remporté 5 fois la Ligue des Champions sous son ère, avant de vendre en 2017 à des investisseurs chinois. Il était aussi propriétaire du club de Monza. L'annonce de sa mort n'a pas manqué de faire réagir de nombreuses personnalités, d'anciens collègues à des entraîneurs de football, en passant par des membres du gouvernement italien actuel et même des chefs de l'État comme Vladimir Poutine. Silvio Berlusconi a laissé une marque dans les mémoires de beaucoup. Le gouvernement italien a d'ailleurs décrété une journée de deuil national mercredi en sa mémoire. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Sud.